Hi everyone, Glenn Deason here. Nous voyons constamment le contraire. Ces positions soi-disant pro-ukrainiennes finissent par dévaster le pays. Imaginez si nous n'avions pas renversé le gouvernement ou pris l'une de ces décisions terribles. Néanmoins, tout ce qui est nuisible à l'Ukraine est toujours présenté comme pro-ukrainien simplement parce que la Russie pourrait en bénéficier. L'ironie est que si vous menacez la Russie, l'Ukraine n'en bénéficiera certainement pas. Vous savez, pour revenir sur ce point, c'est intéressant. Si vous regardez le cas israélien et le cas ukrainien, les deux pays sont en grande difficulté. Je sais que nous allons discuter de la question israélienne sous peu. Israël est en grande difficulté, et ce qu'il fait, c'est redoubler d'efforts, ce qui n'est pas ce qu'il devrait faire. Il devrait réfléchir à comment sortir du pétrin dans lequel il se trouve. Mais ce n'est pas le cas, il aggrave la situation. Il en va de même pour les Ukrainiens. Dans les deux cas, l'Occident est impliqué. Ici, nous parlons principalement des États-Unis, bien que pas exclusivement, car les Britanniques et les Allemands sont étroitement alignés avec les États-Unis dans les deux cas. Mais de toute façon, nous en Occident, soutenons indépendamment les Israéliens, alors qu'ils s'enfoncent de plus en plus, et nous soutenons les Ukrainiens alors qu'ils s'enfoncent de plus en plus. Il faut vraiment se demander ce que pense la sagesse collective de l'établissement de la politique étrangère en Occident, surtout aux États-Unis de mon point de vue. À quoi pensent ces gens? Il me semble que quiconque examine ces conflits de manière froide et calculatrice, comme nous le faisons, aurait du mal à éviter les conclusions auxquelles nous parvenons. Je ne veux pas donner l'impression de nous féliciter, mais je me gratte parfois la tête et pense à cette propagande occidentale concernant à la fois Israël et l'Ukraine. À quoi pensent ces gens? Les faits sur le terrain ressemblent peu à l'histoire qu'ils racontent. Eh bien, je pense que c'est absolument correct. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour voir que l'Ukraine perd la guerre. C'est évident. Qu'a réellement accompli cette opération à Koursk jusqu'à présent? Elle a capturé une petite ville de 5000 habitants et quelques villages, un grand nombre de très petits villages, dans une zone forestière et peu peuplée. Et cela coûte à l'Ukraine des milliers d'hommes. Pendant ce temps, exactement comme l'a dit Glenn Deason, des endroits comme Pokrovsk, un important centre logistique et grand centre industriel, sont sur le point d'être perdus. Vous n'avez pas besoin d'être un analyste de grande capacité pour le voir, mais vous ne le voyez jamais discuter de cette manière. C'est toujours discuté en termes incroyablement émotionnels, du moins certainement en Grande-Bretagne. Il y a des invocations de Churchill et des discours sur l'apaisement, sur le fait de ne pas apaiser le dictateur. C'est toujours présenté en termes de volonté politique. Vous savez, si nous avons la volonté de donner à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin, quoi que cela signifie, il n'y a jamais de discussion sur les possibilités matérielles réelles, comme le nombre d'armes, le montant d'argent, ou ce qui serait nécessaire pour renverser cette situation. On n'en parle jamais de cette manière. C'est toujours une question de volonté et d'émotion. Jamais du type d'analyse que de différentes manières chacun de nous essaie de faire. Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé mon travail de doctorat et ma carrière académique, j'ai écrit sur la dissuasion conventionnelle et étudié l'équilibre conventionnel en Europe. J'ai examiné très attentivement les guerres israéliennes de 1956, 67 et 1973, ainsi que la Première et la Seconde Guerre mondiale. J'ai une connaissance approfondie de la manière dont ces guerres ont été menées. De plus, j'étais dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, donc j'ai prêté une attention particulière à la façon dont les États-Unis pourraient gagner ou ne pas gagner cette guerre. Une chose que j'ai apprise de toutes ces études est qu'il faut avoir une théorie de la victoire.
Vous devez avoir un plan clair qui explique comment vous allez gagner. Vous devez identifier les facteurs clés sur le champ de bataille qui déterminent si le camp A ou le camp B l'emporte. Si vous examinez les analyses faites en Occident, y compris par des généraux à la télévision et des experts militaires civils qui prédisent les résultats en fonction de divers facteurs, vous constaterez que la plupart d'entre eux manquent d'une compréhension solide de la manière dont les guerres sont réellement menées. Ils n'ont souvent pas de théorie de la victoire pour gagner différents types de guerres. Je crois que ce manque de profondeur cette incapacité à analyser les guerres de manière sophistiquée ou même semi-sophistiquée est assez stupéfiante. Le résultat est que vous avez ces généraux qui sont présentés comme de grands prédicteurs de l'avenir, mais qui finissent par être embarrassés. Par exemple, David Petraeus a parlé de la contre-offensive et de sa direction. Même lorsque la contre-offensive était clairement vouée à l'échec, il prédisait la victoire. Vous devez vous demander à quoi pense ce type? Où en sommes-nous? Mais c'est l'histoire en Occident, et c'est pourquoi la plupart des gens en Occident pensent à ces différentes guerres de manière si différente de nous. Je pense que j'ai mentionné votre doctorat. Cela m'a fait penser à mon propre doctorat, qui portait sur l'architecture de sécurité européenne post-guerre froide. Cette architecture était organisée autour de l'UME et de l'OTAN en tant qu'institution de sécurité interdémocratique. J'ai trouvé intéressant d'examiner comment cette configuration réduisait ou intensifiait le dilemme de sécurité en excluant effectivement la Russie de la Nouvelle Europe, tant qu'elle était organisée autour de ces soi-disant institutions démocratiques. En considérant le dilemme de sécurité, la compétition sécuritaire devrait vraiment être le point de départ de toute discussion sur la sécurité. Cependant, j'ai rapidement remarqué que chaque fois que j'assistais à des conférences pour discuter du dilemme de sécurité, tout le monde était assez à l'aise pour discuter de la manière dont la Russie sape notre sécurité. Mais dès que vous avez souligné comment nous pourrions compromettre leur sécurité, c'était presque comme si c'était une trahison. Les gens demandaient « Pourquoi prenez-vous leur parti ?» Pour moi, c'était choquant, parce que si vous ne pouvez pas discuter des préoccupations de sécurité de l'autre côté, comment est-il possible de trouver des solutions politiques? J'ai réalisé que c'est essentiellement le monde dans lequel nous vivons maintenant. Nous ne discutons pas de solutions politiques. Je ne me souviens pas avoir jamais ouvert un journal ou regardé un programme télévisé où ils discutent réellement de ce qui préoccupe les Russes. Ils ne parlent pas de la façon dont leur politique de sécurité répond à ces préoccupations. Comment pouvons-nous renforcer notre sécurité en fonction de ce qui les inquiète? Jamais. En effet, tout le concept de reconnaître les préoccupations légitimes de sécurité de la Russie est perçu comme une sorte d'apaisement. Cela est interprété comme étant déloyal envers notre camp, au lieu de prendre le leur. Mais la grande ironie est que nous ne pouvons pas améliorer notre propre sécurité si nous ne reconnaissons pas que nous ne pouvons pas toujours augmenter notre sécurité aux dépens de la leur. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant que vous ayez tous les deux établi un lien avec Israël. C'est similaire là-bas. Si vous vous souciez d'Israël, cela se traduit souvent par être pro-Israël, ce qui signifie trouver des excuses pour la guerre qu'ils mènent à Gaza et vouloir délégitimer l'autre camp, comme les Palestiniens, le Hezbollah et l'Iran. Mais c'est le contraire de ce que nous devrions faire, car il semble que nous les mettons sur la voie de l'autodestruction. Nous devrions prendre en compte leurs préoccupations légitimes en matière de sécurité. Pas toutes, mais les légitimes, et les aborder pour réduire la concurrence sécuritaire. Mais nous ne faisons rien de tout cela. Au lieu de cela, il s'agit toujours d'être pro-ukrainien
en faisant tout ce qui est anti-russe, et d'être pro-israélien en poussant fort et en ignorant leurs rivaux. Il semble que nous soyons sur une trajectoire de collision. À ce sujet, Alexander et John, dans quelle mesure sommes-nous sur une trajectoire de collision maintenant? Beaucoup de gens sont soulagés, pensant que les Israéliens et le Hezbollah reculent. Mais reculent-ils vraiment, ou font-ils juste une pause? Où en sommes-nous ici? Je vais juste exprimer mon point de vue rapidement. J'écoutais le Premier ministre Netanyahou lorsqu'il est venu aux États-Unis et a pris la parole devant le Congrès. J'écoute Netanyahou depuis longtemps et une grande partie de ce qu'il a dit n'était pas nouveau. Cependant, j'ai eu le sentiment qu'il cherche vraiment à escalader et avoir une guerre plus large. Tout ce qu'il a fait depuis ce discours, l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, le sabotage des tentatives d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, sa rhétorique contre l'Iran, son attaque précédente contre l'ambassade à Damas et les derniers événements que nous avons vus ces derniers jours, me dit qu'il veut une guerre, il veut une escalade. All of that tells me that he wants a war, he wants escalation. And we don't seem to be doing anything at all to tell him. Et nous ne semblons rien faire pour lui dire d'arrêter. Au contraire, nous, y compris les Britanniques, sommes pleinement engagés dans cela. Chaque fois qu'il s'agit d'exhorter à la modération et à la retenue, nous nous adressons aux Iraniens. Même si récemment, surtout au cours des 2 derniers mois depuis les événements d'octobre dernier, ce sont les Iraniens qui ont fait preuve de retenue. Donc, nous demandons plus de retenue à la partie qui en montre déjà, et nous ne demandons jamais la même chose à celle qui ne le fait pas. C'est ainsi que je le vois. Étant donné cette situation, je ne vois pas comment ça peut se terminer autrement que par un conflit. Je serais intéressé d'entendre ce que le professeur Mearsheimer a à dire. Juste avant de parler spécifiquement du Moyen-Orient, je noterai que Zelensky et Netanyahou essaient tous deux d'entraîner les États-Unis dans leur guerre. Dans les 2 cas, les États-Unis veulent rester à l'écart. Netanyahou n'agit pas très différemment de Zelensky. On pourrait soutenir que l'une des raisons pour lesquelles Zelensky était impliqué dans le conflit avec l'Ukraine était de provoquer les Russes à riposter d'une manière qui impliquerait les Américains. Ainsi, les États-Unis doivent être très prudents pour ne pas se laisser entraîner dans l'une ou l'autre de ces guerres. Maintenant, je suis d'accord avec Alexander, mais je veux développer son point de vue et discuter des incitations spécifiques de Netanyahou. Tout d'abord, je pense qu'il veut nous entraîner dans une guerre avec l'Iran. Nous critiquons l'Iran, et l'Iran est affaibli. Il espère particulièrement que nous détruisions ses capacités nucléaires, parce que, comme vous le savez tous les deux, les Iraniens ne sont pas loin de devenir un État doté d'armes nucléaires, ayant enrichi de l'uranium jusqu'à 60%. C'est une raison. Une autre raison est qu'il veut que la guerre continue. Il craint que si elle se termine, il soit renversé du pouvoir. Une troisième raison très importante est qu'il est déterminé à nettoyer ethniquement Gaza. Et il aimerait également nettoyer ethniquement la Cisjordanie. Les Israéliens savent que la meilleure opportunité pour un nettoyage vient avec une grande guerre. Vous devriez vous souvenir des 2 grandes expulsions qui ont eu lieu jusqu'à présent. La première fut la Nakba en 1948, lorsque les Israéliens, dans le contexte de cette guerre, ont expulsé environ 3/4 millions de Palestiniens du pays. La deuxième grande expulsion a eu lieu après la guerre de 1967, lorsqu'ils ont expulsé environ 250 000 Palestiniens de la Cisjordanie. Je crois qu'ils pensent que s'ils peuvent déclencher une guerre à grande échelle, cela fournira l'occasion parfaite de nettoyer ethniquement Gaza et possiblement une partie de la Cisjordanie. Pour toutes ces raisons, je pense que Netanyahou veut vraiment impliquer les Américains.
Netanyahu really wants to get the Americans involved. The Americans, of course, are going to great lengths not to get involved. We're doing everything. Les Américains, bien sûr, font tout leur possible pour ne pas s'impliquer. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour dire aux Iraniens de ne pas riposter. Nous ne voulions pas que le Hezbollah riposte. Nous essayons sans vraiment essayer de mettre en place un cessez-le-feu à Gaza. Mais je pense qu'Alexander a peut-être raison concernant le Moyen-Orient, qu'un grand conflit se prépare et que malgré les meilleurs efforts des États-Unis, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Je noterai, Alexander, je sais que vous en avez parlé, que les Iraniens n'ont pas encore riposté. Mais si vous les écoutez parler, il est difficile de croire qu'ils ne vont pas riposter à un moment donné. Mon impression est que les Iraniens attendent que les Américains réduisent leurs forces dans la région et baissent leur garde. Les Israéliens pourraient faire de même. Ensuite, les Iraniens frapperont. S'ils le font, et que c'est une frappe significative, les Israéliens riposteront fortement. De plus, lorsque les Iraniens frapperont, les Américains et même les Européens, y compris les Britanniques et les Français, sont engagés à aider Israël. Ainsi, nous risquons d'être entraînés dans le conflit, menant à un grand conflit que les États-Unis essayent en fait d'éviter. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, en ce qui concerne le fait d'être entraîné dans le conflit, Israël ne cherche pas seulement à impliquer les États-Unis. Il essaie aussi d'impliquer les Européens. Cela n'a pas été largement rapporté, mais le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Katz, a eu une réunion avec les ministres des Affaires étrangères britanniques et français. Il a affirmé que si l'Iran attaquait Israël et qu'Israël devait mener une contre-attaque contre l'Iran, il avait reçu la promesse de soutien de la part des Britanniques et des Français. Cependant, cela n'était presque certainement pas vrai. Je suis sûr que les Britanniques et les Français n'ont fait aucune promesse de ce genre lors de cette réunion. En fait, lorsque le compte-rendu réel a été fourni par le ministère israélien des Affaires étrangères, tout cela a été atténué. Apparemment, ces mots ont effectivement été prononcés. Vous pouvez voir ce qui se passe. Les Israéliens essaient de créer une coalition internationale autour d'eux pour combattre l'Iran. Je ne pense pas qu'ils vont réussir. Par exemple, je ne crois pas que le public britannique soit d'humeur à être entraîné dans une guerre avec l'Iran ou la Russie, d'ailleurs. Cependant, je sens que Netanyahou veut sa guerre et je pense qu'il va l'obtenir à un moment donné. Je ne sais pas comment cela va se dérouler, ni quelles étapes nous y conduiront, mais je pense que c'est probablement là où il nous mène. D'ailleurs, votre suggestion sur la raison pour laquelle les Iraniens attendent est presque certainement correcte. Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais je pense que c'est exactement le genre de jeu d'attente qu'ils aiment jouer. Vous avez probablement mis le doigt dessus avec ça. Oui, mais vous savez, pour aller un peu plus loin, la question que je vous poserai à vous deux est pourquoi? Comment Israël gagne-t-il l'un de ces conflits? Je veux dire, si vous regardez ce qui s'est passé avec le Hamas à Gaza, il est difficile de soutenir que les Israéliens ont gagné, surtout compte tenu de leurs objectifs, qui étaient de détruire le Hamas et d'éliminer toute menace militaire significative venant de Gaza. Ils n'ont pas réussi. Et même si vous regardez l'échange récent entre le Hezbollah et Israël, comment est-ce une victoire militaire pour Israël? Comment ça résout-il leurs problèmes? Le Hezbollah est toujours debout. D'ailleurs, le Hezbollah n'a pas utilisé ses missiles balistiques pour attaquer Israël. Il a toujours un énorme stock de missiles balistiques, de drones, de roquettes, etc. La menace est toujours là. Ils vont continuer à se tirer dessus. Israël n'a pas la domination de l'escalade.
toutes ces personnes qui ont été déplacées de la frontière nord d'Israël vers le centre du pays ne peuvent toujours pas retourner chez elles. Alors, comment ce qui s'est passé hier représente-t-il une victoire? Je ne comprends tout simplement pas. Et si vous partez en guerre contre l'Iran, comment cela mène-t-il à la victoire? Quelqu'un pense-t-il sérieusement que les États-Unis et Israël frappant l'Iran vont produire une victoire militaire pour Israël ou que cela va mettre fin au conflit Iran-Israël? J'ai du mal à le voir. Les Israéliens redoublent d'efforts, utilisant la force militaire autant que jamais, mais qu'est-ce que cela leur apporte? C'est un problème général depuis 30 ans. Chaque fois que nous partons en guerre, nous ne définissons jamais la victoire, ce qui est aussi implicitement le problème. La seule victoire pour les Israéliens semble être d'éliminer la possibilité d'une solution diplomatique pour un État palestinien. C'est soit l'apartheid, soit le nettoyage ethnique, surtout en considérant Gaza. Cela pourrait encore être réalisable s'il y a une grande guerre. Si vous regardez ce que Netanyahou veut dans tout accord de cessez-le-feu, ce n'est pas nécessairement quelque chose de sincère. Il y a toujours une forme de contrôle sur Gaza, une manière de la mettre sous leur contrôle. Je ne suis pas sûr de la façon dont ils réaliseraient cela de manière réaliste. Avec l'escalade actuelle, avec le Hezbollah, je ne vois aucun chemin possible vers la victoire. Mais cela est devenu une caractéristique commune, similaire à ce que nous avons vécu avec la Russie depuis 2 ans et demi. Personne n'a réellement défini ce que cela signifierait de vaincre la plus grande puissance nucléaire du monde. À quel moment l'OTAN pourrait-elle traverser la Crimée sans déclencher une guerre nucléaire? C'est le problème clé. Nous ne définissons jamais nos victoires. Je voulais juste commenter ce que vous avez mentionné auparavant concernant l'implication de l'OTAN et des États-Unis. Je pense que c'est un problème clé avec tout le système d'alliance dans ces pays. Il y a environ 8 ans, John Hertz a écrit que les systèmes d'alliance remplacent le droit de faire la guerre par la responsabilité de le faire. Et vous savez, c'est pourquoi les Ukrainiens ont un incitatif à escalader, car ils peuvent impliquer l'OTAN. C'est aussi pourquoi les Israéliens ont un incitatif à escalader, car ils peuvent également impliquer l'OTAN. Alors pourquoi chercheriez-vous des solutions diplomatiques difficiles si vous avez toujours cet État puissant qui vous soutient? Vous êtes prêt à prendre ces risques énormes. Cela a été un problème non seulement avec l'Ukraine. Regardez les États baltes. Il y a une raison pour laquelle ils n'ont jamais fait la paix avec la Russie. Ils ont continué ces politiques agressives parce qu'ils ont les États-Unis et l'OTAN qui les soutiennent. Sans ce soutien, vous devriez essayer de surmonter une partie de l'héritage soviétique et trouver un moyen de vivre les uns à côté des autres. Mais vous n'avez pas à le faire lorsque vous avez une grande et puissante armée derrière vous. Nous célébrons toujours les systèmes d'alliance pour leur protection et leur défense, mais ils empêchent également quiconque de faire des compromis. Cela a été un problème pour Israël, non seulement maintenant, mais au cours des dernières décennies. Pourquoi devrait-il jamais faire des compromis douloureux avec les Palestiniens? Il n'a pas à le faire. Il a toujours l'option d'obtenir tout. Je ne pense pas que cela soit nécessairement dans leur intérêt, car cela les décourage de faire des compromis. Juste un point rapide à ce sujet, Glenn. Comme vous le savez tous les deux, Steve Walt et moi avons écrit un livre célèbre intitulé « Le lobby israélien et la politique étrangère des États-Unis ». L'argument que nous avons avancé dans le livre est qu'il existe un lobby puissant aux États-Unis, le lobby israélien, qui a une énorme influence sur la politique américaine au Moyen-Orient, en particulier envers Israël et le conflit israélo-palestinien. Le résultat final est que les États-Unis soutiennent Israël inconditionnellement.
Dans le livre et lors de nos présentations publiques, nous avons toujours soutenu que le lobby n'est pas bon pour les États-Unis et que les politiques qu'il promeut ne sont pas bénéfiques pour la sécurité américaine. Mais nous avons également soutenu avec insistance que les politiques que le lobby promeut, qui impliquent de soutenir Israël sans condition, ne sont pas bonnes pour Israël. Lorsqu'on examine la politique américaine envers Israël, il est important de comprendre que de nombreux décideurs, en particulier les présidents, ont voulu exercer une pression significative sur Israël pour éviter des actions qui ne sont pas seulement mauvaises pour les États-Unis, mais aussi pour Israël lui-même. Cependant, ces présidents n'ont pas pu exercer de pression significative sur Israël, en grande partie à cause du lobby. Le lobby exige que les États-Unis soutiennent Israël sans condition. Voici un pays, Israël, qui est vraiment en grande difficulté. Il s'enfonce de plus en plus. Que fait le lobby ici aux États-Unis? D'ailleurs, il y a un lobby en Grande-Bretagne et des lobbies partout en Europe également. C'est l'une des raisons pour lesquelles tous ces gouvernements soutiennent Israël, peu importe ce qu'il fait. Ce que tous ces lobbies font, c'est aider Israël à creuser ce trou à un rythme plus rapide, s'enfonçant de plus en plus dans les problèmes. Ce n'est pas intelligent. Ces lobbies, ces soi-disant partisans d'Israël, doivent réfléchir longuement et sérieusement à ce qui se passe ici. Et Glenn, ça revient à votre point sur l'Ukraine. Les gens comme nous sont dépeints comme étant anti-ukrainiens, tandis que les partisans d'une guerre sans fin en Ukraine sont vus comme les grands défenseurs de l'Ukraine. Votre point de vue, que je partage, et je suis sûr qu'Alexander est d'accord, est que c'est complètement à l'envers. Ces supporters de l'Ukraine la mènent sur la mauvaise voie. Je fais le même argument concernant Israël. Si les partisans d'Israël étaient des penseurs stratégiques et considéraient les politiques qu'ils préconisent, ils réaliseraient que ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël de continuer à creuser plus profondément, tout comme ce n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine. Mais le problème est que les gens comme nous n'ont pas beaucoup de voix dans le système actuel. Je pense que c'est absolument correct. Tout au long de ma vie, j'ai entendu dire qu'Israël gagne, mais il ne gagne jamais vraiment. C'est toujours un processus de victoire. Vous gagnez chaque bataille tactique, mais à la fin, vous vous retrouvez dans une situation bien pire que celle dans laquelle vous auriez été si vous aviez été prêt à faire des compromis à un moment donné. Ils ont eu de nombreuses occasions de le faire, comme en 1967 et lors des diverses négociations dans les années 1970, comme la conférence de Genève et après les accords de Camp David. Mais ils ne le font jamais, parce qu'ils ne ressentent jamais vraiment la pression de négocier, ce dont Glenn parlait. Ils peuvent toujours attendre pour atteindre l'objectif maximaliste qu'ils ont. En fin de compte, cela les a conduits à leur position actuelle, où ils ont une guerre ingagnable à Gaza qu'ils ne savent pas comment terminer et ne veulent pas terminer. Leur économie est en mauvais état et en déclin. Leur code de crédit est également en baisse. Leur armée est épuisée. Il y a des désaccords entre le Premier ministre et ses généraux, avec des rapports dans le Financial Times disant que le Premier ministre traite les généraux de lâches, ce qui est incroyable. Mais c'est ce que rapporte le Financial Times. Il dérive vers un conflit avec l'Iran, un pays grand et potentiellement très puissant. Encore une fois, je ne comprends pas quelle victoire il y aurait. Mais personne ne soulève ces points de la manière dont vous venez de le faire, John. Personne ne fait cela. Tout le monde regarde cela uniquement en termes très tactiques. Everybody looks at this purely in very tactical terms. Can we conduct a successful airstrike on Iran? Vous savez, pouvons-nous mener une frappe aérienne réussie sur l'Iran? Comme si cela accomplissait finalement quelque chose.
Tout ce que cela va faire, c'est aggraver la situation. Je ne sais pas ce qui doit se passer avant que cela ne change. En Ukraine, il y a une crise majeure. Il y a une prépondérance de pouvoir du côté russe, et ils peuvent au moins à un moment donné mettre fin à la guerre sur une base qui fonctionne pour eux. Je pense que nous pouvons peut-être espérer un jour où il n'y aura plus de guerre là-bas. Mais au Moyen-Orient, je dois dire que je regarde les événements avec effroi. Pour Israël, c'est maintenant une situation existentielle. Je pense qu'ils sont dans une position plus dangereuse maintenant qu'ils ne l'ont jamais été dans leur histoire. Tout ce succès, où cela les a-t-il menés? Oui, juste 2 points rapides. Premièrement, le centre de gravité politique en Israël continuera de se déplacer davantage vers la droite au fil du temps. Si vous regardez les données démographiques, vous verrez que les groupes plus extrêmes ont beaucoup d'enfants. De plus, avec le temps, il est probable que davantage d'Israéliens laïcs partent pour l'Europe ou les États-Unis en raison de la situation à l'intérieur d'Israël. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espoir qu'Israël revienne à la raison. Je crois que des figures comme Ben Gvir et Smotrich représentent l'avenir. C'est le premier point. Le deuxième point concerne la façon dont la situation militaire d'Israël a évolué au fil du temps. Comme je l'ai mentionné auparavant, quand j'étais jeune et que j'étudiais les guerres conventionnelles, je me concentrais sur les cas israéliens. J'ai étudié les guerres de 1956, 1967 et 1973. J'ai également examiné la guerre de 1948 et l'invasion du Liban en 1982. À cette époque, Israël menait des guerres contre d'autres pays, et ces guerres impliquaient principalement des engagements sur le champ de bataille. Cependant, l'environnement de menace auquel Israël est confronté aujourd'hui est fondamentalement différent. Ce n'est pas une guerre conventionnelle avec l'Égypte ou la Syrie comme c'était le cas dans le passé. Maintenant, le problème est qu'ils font face à des adversaires armés de missiles, de roquettes et de missiles de croisière, et ils n'ont aucun moyen efficace de faire face à cette menace. C'est vraiment assez remarquable. Je veux dire, le Hamas n'est en aucun cas une armée régulière, n'est-ce pas? Et le Hezbollah n'est pas un pays. Le Hezbollah n'est pas le Liban. C'est un élément important de l'équation politique au Liban, c'est sûr. Mais le Hezbollah est une organisation politique intégrée au Liban qui possède des missiles, des roquettes, des mortiers et même une certaine capacité terrestre. Cela crée toutes sortes de problèmes pour Israël. Maintenant, il commence également à faire face à des problèmes avec les Houthis, parce que les Houthis acquièrent la capacité de frapper Israël avec des missiles et des drones. Cette capacité ne fera que croître avec le temps. Donc, si vous regardez ce qui s'est passé hier avec le Liban et Israël, il n'y avait aucun moyen pour Israël de gagner une guerre contre le Liban. Ils ne peuvent pas envahir le Liban efficacement. Ils pourraient envahir, mais cela ne se terminerait pas bien. C'est pourquoi ils n'envisagent pas sérieusement cette option. Ils ne peuvent pas non plus éliminer tous les missiles et roquettes du Hezbollah, ce qui les laisse vulnérables. Le nombre de missiles et de roquettes que possède le Hezbollah augmentera avec le temps. Leur précision et leur puissance s'amélioreront. Les capacités de renseignement du Hezbollah pour identifier les cibles de ces missiles et roquettes progresseront également. Tout cela signifie que la menace du Hezbollah continuera de croître. De même, la menace du Hamas, qui a été considérablement affaiblie, finira par se rétablir. Et les Houthis deviendront un facteur. Les Iraniens ne vont nulle part, qu'ils soient bombardés ou non. Ainsi, les Israéliens se trouvent dans un environnement de menace vraiment dangereux. C'est complètement différent de l'environnement de menace auquel ils faisaient face dans les premières années, qu'ils pouvaient exploiter et gérer assez facilement.
Comme vous le savez tous, ils n'ont pas eu beaucoup de mal à gagner les guerres de 56, 67 et même 73, où ils ont été initialement pris par surprise. Ils avaient une force militaire conventionnelle redoutable qui était efficace pour gagner ces guerres. Mais cet environnement de menace a changé et ils n'ont aucun moyen de gagner ces guerres maintenant. La dernière question pour moi concerne la possibilité que ces deux grandes guerres se rejoignent dans une certaine mesure. Une préoccupation majeure est de savoir si l'Occident interviendra ou viendra en aide à Israël dans un conflit régional plus large. Cela pourrait impliquer les Houthis, le Hezbollah, les Palestiniens, voire l'Iran. Il semble probable que les Russes et possiblement les Chinois viendraient en aide à leurs alliés. Cela s'explique par le fait que les règles des guerres par procuration ont changé. Nous assistons maintenant à des actions comme l'invasion du territoire russe, ce qui était auparavant impensable. Une façon pour les Russes de riposter, sans déclencher un échange nucléaire ou une troisième guerre mondiale, est de fournir plus d'armes à quiconque s'oppose à l'Occident. Il me semble maintenant que si l'Occident veut s'impliquer dans une guerre régionale plus large au Moyen-Orient, la Russie a soudainement de nombreuses cibles à considérer. Cela inclut la fourniture de renseignements, d'armes et de planification de guerre, similaire à ce que nous faisons contre la Russie. Il semble dangereux pour nous de déclencher une grande guerre régionale, surtout après avoir épuisé tant de nos propres armes en combattant la Russie. Que prévoyez-vous qu'il se passerait si nous venions réellement en aide à Israël dans une guerre régionale plus large? Les Russes et les Chinois viendraient-ils aider les Houthis, les Iraniens ou l'un des autres acteurs? Je m'en remets à vous, Alexander Mercouris. Eh bien, je pense qu'il y aura une différence majeure par rapport à ce que nous avons vu auparavant. Lorsque l'Occident s'est enlisé en Irak, les Russes sont restés à l'écart. À cette époque, ils voulaient de bonnes relations avec l'Occident et n'étaient pas en position de force pour intervenir. Ils n'avaient pas non plus beaucoup d'alliés régionaux. Maintenant, tout a changé. Ils ont la motivation, les moyens et les alliés. De leur point de vue, ils voudraient probablement intervenir, mais d'une manière spécifique. Ils ne voudraient pas d'une escalade incontrôlée au Moyen-Orient qui pourrait se retourner contre eux. Je pense que les Russes chercheraient probablement à obtenir un levier sur nous au Moyen-Orient. Try to do in the Middle East is gain leverage over us. And I think that's probably the way they would think. Je pense que c'est probablement ainsi qu'ils l'aborderaient. De la même manière qu'ils ont obtenu un levier sur les États-Unis en fournissant des armes au Nord-Vietnam dans les années 1960. Ils ont pu utiliser ce levier pour obtenir des concessions pendant le processus de détente. Avec les Chinois, c'est probablement la même chose. Fait intéressant, impliquer les Chinois et les Russes au Moyen-Orient pourrait en fait créer un mécanisme pour mettre cette situation sous un certain contrôle. Cependant, cela ne se fera ni rapidement ni facilement. Je soupçonne que M. Netanyahou obtiendra ce qu'il veut, et il y aura un conflit massif. Ce n'est qu'alors que nous verrons tout le monde, Russes, Chinois, Américains et autres, travailler ensemble pour ramasser les morceaux. Je suis d'accord avec cela. Je noterai simplement qu'il y a des preuves que les Russes aident déjà les Iraniens. Ils leur envoient des systèmes de défense aérienne, des capacités de brouillage électronique, etc., pour les aider à repousser une attaque des Israéliens. Donc, la connexion est là. Mon hypothèse est que si un conflit éclatait entre les Iraniens d'un côté et les Israéliens, les Américains et les Européens de l'autre, les Russes feraient tout leur possible pour ne pas s'impliquer directement dans les combats. Cependant, ils feraient tout pour aider les Iraniens et compliquer les choses pour les États-Unis.
Je pense que nous avons une situation vraiment intéressante ici. Ce commentaire s'appuie sur notre discussion précédente où les Américains, les Iraniens et les Russes ne veulent pas d'une grande guerre au Moyen-Orient. Ce sont les Israéliens qui veulent vraiment une grande guerre. Les États-Unis ne peuvent pas exercer de pression significative sur Israël pour calmer la situation et arrêter cela à cause du lobby israélien. En conséquence, les Israéliens pourraient nous entraîner sur un chemin que nous ne voulons pas emprunter. Rappelez-vous, le 1er avril, ce sont les Israéliens qui ont tué plusieurs personnes à l'ambassade iranienne à Damas, ce qui a conduit à l'attaque du 14 avril par l'Iran contre Israël. L'attaque israélienne contre l'Iran le 19 avril, puis de nouveau le 31 juillet, a entraîné la mort d'une figure clé à Téhéran. Cela a probablement précipité ce que nous pensons être une attaque majeure de l'Iran contre Israël. Les Israéliens prennent des mesures concrètes pour impliquer à la fois les Iraniens et nous dans le conflit. Je pense qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que les Russes s'impliquent également. Cependant, les 3 autres acteurs, à part les Israéliens, sont intéressés à éviter une grande guerre. Il sera intéressant de voir à quel point les Israéliens réussiront à nous entraîner tous. Cela me ramène à mon point précédent. Si nous voulons vraiment empêcher l'Iran de riposter contre Israël, nous devrions tendre la main aux Iraniens. Nous pourrions dire, nous allons imposer des restrictions aux Israéliens si vous faites de même. Au lieu de cela, nous envoyons des lettres aux Iraniens, les blâmant pour tout. Nous ne condamnons même pas les attaques israéliennes et suggérons que tout dans la région est de leur faute pour avoir soutenu le terrorisme. Sans aucun contexte. Nous signalons aux Iraniens qu'ils n'ont pas de partenaire diplomatique et que nous n'allons pas contraindre Israël. Cela laisse effectivement l'usage de la force comme seule option. Encore une fois, je vois un parallèle avec la Russie en 2021. Nous n'avons cessé de dire aux Russes, Again, I see the parallel to Russia in 2021. We kept telling the Russians, we're going to continue to build up in... Nous allons continuer à renforcer notre force militaire en Ukraine. Nous n'allons pas mettre en œuvre les accords de Minsk, ni fournir les garanties de sécurité dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Nous allons simplement continuer à déployer de plus en plus d'armes qui pourraient être utilisées contre vous pour prendre la Crimée par la force. Si cela ne vous plaît pas, vous devrez recourir à la force militaire. C'est effectivement le message que nous leur envoyons. Je vois la même situation avec l'Iran maintenant. Nous ne leur offrons rien. Cela est souvent interprété comme étant dur avec eux ou comme une forme de dissuasion. Mais la dissuasion doit être équilibrée en répondant à certaines de leurs préoccupations. Ils ont des préoccupations légitimes. Je comprends ce qu'ils veulent accomplir, mais ils font exactement le contraire. Je pense qu'un problème ici, Glenn et Alexander, est que l'iranophobie et la russophobie en Occident sont si extrêmes qu'elles conduisent à diviser le monde en 2 groupes, les méchants et les gentils. Si vous voyez le monde de cette façon, il est très difficile d'être un stratège efficace. Au lieu de penser stratégiquement, vous vous concentrez sur le bien et le mal, le bon et le mauvais. Ce n'est pas l'approche que vous voulez adopter. Vous devez vraiment prêter une attention sérieuse aux intérêts légitimes de vos adversaires et en tenir compte lorsque vous créez une politique. Mais nous sommes incapables de le faire. Je pense que c'est en fait plus difficile en ce qui concerne les Russes parce que la russophobie et la poutinophobie sont si puissantes. Il en va de même pour les Iraniens. C'est tout simplement incroyable à quel point les Iraniens sont dépeints comme le diable incarné. Cela nous rend impossible d'avoir une quelconque forme de relation significative avec l'Iran et de résoudre ces problèmes.
I completely agree. I think was it Talleyrand who once said it? Je suis complètement d'accord. Je pense que c'était Talleyrand qui a dit un jour que la pire chose dans laquelle un diplomate peut tomber est le zèle excessif. Nous avons beaucoup trop de zèle, et c'est le problème. Cela obscurcit notre jugement et rend la véritable diplomatie impossible. Dans ce genre d'atmosphère lourde, vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un dépeint comme le diable incarné. C'est impossible. Le mot apaisement est toujours évoqué. L'apaisement n'est pas seulement un événement spécifique qui a eu lieu dans les années 1930 en Europe. C'est quelque chose qui s'applique tout le temps, partout, surtout en ce qui concerne les Russes et les Iraniens. Nous en avons déjà discuté. Je dois dire que je pense qu'il doit y avoir un échec majeur avant que nous reprenions nos esprits, car je ne vois pas d'autre moyen pour que cela se produise. Quoi qu'il en soit, c'est mon avis. Anyway, that's me. Dus het desolate duur van ons daar zijn. Yeah, a good example, I think, is the incoming. Un bon exemple, je pense, est la nouvelle chef de la politique étrangère de l'UE, Kallas. Elle a souligné que Poutine est un criminel de guerre et que nous ne pouvons pas avoir de diplomatie avec des criminels de guerre, car cela les légitime. Donc nous ne pouvons pas leur parler. Elle a également suggéré que la paix ou la victoire signifie diviser la Russie en pays plus petits, car ils seront alors meilleurs. C'est le chemin insensé que nous suivons actuellement. Critiquer cela, bien sûr, signifierait que vous choisissez le mauvais camp, allant avec le mal au lieu du bien. C'est une façon très enfantine de voir les affaires internationales. Bref, un dernier mot avant de conclure. Anyways, any final words before we wrap this up? Well, I think we will see it. I'm sure. Eh bien, je pense que nous allons le voir. Je suis sûr que nous allons assister à un conflit majeur au Moyen-Orient. En ce qui concerne l'Ukraine, je crois que nous avons dépassé le point de non-retour. En fait, nous pourrions bientôt être dans une situation de fin de partie. La fin de la guerre pourrait ne plus être si lointaine. La fin de partie, bien sûr, sera très compliquée et difficile, présentant toutes sortes d'autres problèmes. Cependant, je pense que le Moyen-Orient est différent, et cela pourrait être le conflit dont nous discuterons plus que de l'Ukraine l'année prochaine. Je dis juste, je suis d'accord. Alexander. Yes, well, Oui, eh bien, espérons que nous avons tous tort et que les deux guerres se terminent bientôt pacifiquement. Mais j'en doute. Quoi qu'il en soit, professeur Mearsheimer, Alexander, merci beaucoup. Je l'apprécie à chaque fois. Thank you so much. I appreciate it every time.